Salut Internet! Aujourd'hui j'arrive avec un tout nouveau projet, un sujet qui me fascine depuis ma jeunesse. On laisse de côté les mystères, on en fera d'autres plus tard. Aujourd'hui on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai toujours été fasciné par la Deuxième Guerre mondiale. Mon plus vieux souvenir remonte à l'école primaire lorsque ma professeure nous décrivait les soldats canadiens et américains qui étaient partis libérer l'Europe pour combattre le régime nazi. Elle nous en avait parlé tellement avec passion que je me rappelle que ça m'avait marqué. Elle nous avait également parlé des cruautés de la guerre. On parle des camps de concentration nazis. C'est sûrement pour cette raison qu'en grandissant, j'ai toujours été fasciné par cette guerre, toujours essayé de chercher des informations pour en savoir plus. J'ai toujours trouvé, et ça c'est mon opinion personnelle, cette guerre très noble. C'est vraiment mon opinion personnelle. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la plupart des Américains qui s'enrôlaient y allaient volontairement pour pouvoir changer, pour pouvoir apporter leur aide à leur façon pour stopper cette guerre. J'ai donc décidé de vous parler des hommes de la compagnie E, 2e bataillon, 506e régiment d'infanterie parachutiste, 101e division aéroportée, mieux connue sous le nom de la Easy Company. J'ai vraiment l'intention au cours de la prochaine année de retracer le parcours durant la guerre de la Easy Company sous forme d'épisodes, de l'avant-guerre jusqu'à l'après-guerre. Mais qui était la Easy Company? Eh bien, la Compagnie E, c'est 140 hommes parachutés en Europe le jour J, derrière les lignes ennemies, qui vont se regrouper pour réduire au silence une batterie allemande équipée de 4 canons de 105 mm qui faisaient feu sur les plages lors du débarquement. Ces hommes vont ouvrir la route jusqu'à 40 ans, avant de combattre en Hollande, de tenir la position à Bastogne, de mener la contre-offensive qui a mis fin à la bataille des Ardennes, de participer à la campagne du Rhin et de s'emparer du nid d'Hitler à Berchtesgaden. Considérés comme l'une des mieux entraînées de l'époque, les membres de cette unité d'élite étaient tous des volontaires pour aller combattre les forces d'Adolf Hitler en Europe. C'était une compagnie tout à fait exceptionnelle, basée sur la personnalité et les actions des hommes qui la composaient. Cette compagnie est très célèbre mondialement grâce à deux célébrités de la télé américaine. On parle de Tom Hanks et de Steven Spielberg qui, au début des années 2000, ont produit et créé une télésérie qui relate les événements, le parcours de la guerre de la Easy Company. La série s'intitule Frères d'armes. Elle a été produite par HBO. Je vous la conseille fortement. Elle a été très bien créée et en plus, elle est fidèle à ce qui est écrit vraiment dans le livre. C'est une des raisons pourquoi je l'ai encore plus adoré. Et pour tous ceux qui ont déjà écouté la télésérie Frères d'armes et qui connaissent l'histoire un peu de la Easy Company, restez quand même à l'écoute. Ça peut être intéressant. Je peux peut-être réussir à vous apprendre des nouvelles petites choses. Et en plus, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble de nos jours le camp Tokoa où les soldats se sont entraînés. Notre histoire déroule vraiment dans l'épisode 1 entre juillet 42 et décembre 1942. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire part d'une chaîne YouTube que j'adore, The History Underground. La personne va sur des lieux historiques où se sont déroulés les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Ça vaut vraiment le coup d'œil, j'adore cette chaîne. Sans plus attendre, on commence notre épisode 1 sur la Easy Company qui se passe de juillet 42 à décembre 1942 où la compagnie a été créée et l'entraînement surtout de ces hommes. N'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une très bonne vidéo. Il est important de savoir que le 506e premier régiment de parachutistes est à la base une expérience totalement expérimentale. Commandé par le colonel Robert Sink, il allait être le premier régiment de parachutistes dont les hommes suivraient tous ensemble la formation de base et l'entraînement au saut. Les hommes que composait la compagnie E venaient d'horizons totalement différents. Certains étaient mineurs, d'autres fermiers, tandis que d'autres étaient trappeurs. Il y en avait des extrêmement pauvres et d'autres venaient de la classe moyenne. Ils se sont trouvés réunis à l'été 1942, alors que la guerre faisait rage en Europe depuis 3 ans déjà.
Ces hommes venaient peut-être d'horizons différents, mais avaient plusieurs choses en commun. La plupart étaient chasseurs ou sportifs. Ils s'accordaient tous à prôner un système de valeurs particulier qui accordait une importance primordiale à la forme physique. Ils étaient idéalistes, désireux de se fondre dans un groupe combattant pour une juste cause, en quête d'une équipe à laquelle ils pourraient se joindre et qui deviendrait pour eux une deuxième famille. D'autre part, ils savaient qu'ils allaient faire la guerre. Donc, ils ne voulaient pas la faire puis avoir à leur côté quelqu'un de peu motivé. C'est donc pourquoi ils ont choisi une unité d'élite. My name is C. Carwood Lipton. I was born in Huntington, West Virginia. Grew up in Huntington. Frederick T. Heiliger, Concord, Massachusetts was my hometown. I was born in a town named Inchelium, Washington. It's on an Indian reservation up in northeastern Washington. My name's J.B. Stokes. I was born close to Bonham, Texas, in a rural area called Leonard. Born and raised in Columbus, Ohio. My father worked for this railroad. My mother was a housewife. My nickname was Babe, and my mother, she was a little Irish broad, red hair, fiery, great woman, great woman. Born and raised in South Philadelphia, where the times were tough. Mom had 10 children, so you had to work to survive. That's what it was. It's just survival in the streets of Philadelphia, that's all. It was a real struggle because we came up in the Depression. Sometimes we live on a farm and have pigs and chickens and raise a garden. I saw people that really were hungry and had hard times. My father was able to find some kind of employment. We never went hungry. We lived on a farm at the time. It was poor. Everybody was poor. That was the Depression. When I got to about 10, I got a paper route. You know, that $5 a month I made, something like that, you know. But it was at least something. There's a work ethic that the Pennsylvania Dutch in this particular area are very proud of. I was the oldest one, so I sort of branched out on my own at an early age. I was married when I was 19 years old in 1941. On December 7th of 41, we were in a store and a guy, he says, the USA is in a war with Japan, and everything just went silent. I said, let's go in the Army. He said, hell, I don't want to go in no Army. I said, well, you're going to have to go sooner or later. Something was wrong with you if you weren't in the service in those days. It was just what you had to do. I wasn't going to be in the infantry, I knew that. I was going to be in some top kind of a unit, or I wasn't going to be in the Army. Le premier membre de la Easy Company et son premier commandant s'appelait Herbert Sobel de Chicago, suivi d'un sous-lieutenant qui s'appelait Clarence Esther. Ensuite se sont joints les chefs de section et leurs adjoints. On parle de Dick Winter, Lewis Nixon et Walter Moore. Une fois tous les tests médicaux réussis, les soldats étaient apportés au camp Tokoa en Géorgie. La tâche du colonel Sink consistait à former les recrues, les endurcir, leur apprendre les rudiments de la tactique d'infanterie, les préparer pour l'école aéroportée afin de constituer un régiment qu'ils puissent conduire au combat. En ce qui concerne le 506e régiment, ils ont testé en tout 500 officiers pour en choisir 148. Ils ont mis à l'épreuve 5300 hommes pour en sélectionner 1800. Ensuite, les soldats de deuxième classe se sont joints à la Easy Company. On parle de Bill Garneri, Frank Perconte, Carwood Lipton, Herman Hansen et Wayne Sisk. Quelques jours plus tard, l'effectif d'origine était complet. 132 hommes de troupes, dont 8 officiers. La compagnie se composait de 3 sections qui se divisaient en 3 groupes de combat de 12 hommes plus un groupe de 6 hommes affectés à une équipe de mortiers de 60 mm. La compagnie E formait avec la compagnie D et F la compagnie générale du 2e bataillon du 506e régiment d'infanterie parachutiste. Dès son arrivée au camp, le soldat Ed Tipper conserve un souvenir très particulier. Il leva les yeux et aperçut au loin cette énorme colline que les gens de l'endroit appelaient le mont Cureuil. Il dit aux camarades à ses côtés, « Je te parie que d'ici la fin de la journée, on va nous faire grimper cette colline. » 15 minutes plus tard, le coup de sifflet retentit. On leur demande de former les rangs. Et là, l'ordre est donné aux soldats de franchir les 5 km qui les séparent de l'endroit où ils sont au sommet de la montagne qu'on appelle le mont Cureuil. Cette montagne, les soldats vont la parcourir
5 à 6 fois semaine, 2 à 3 fois par jour. Les soldats apprennent par la suite que le mot Kuraï, le nom de la montagne, signifie « nous combattons seuls ». Ça deviendra le cri de la guerre de toute la compagnie. Each man was like a heavyweight champ of the world boxer. Out of 100%, only 10% made I it. thought I was going to die. There wasn't no holding back. You had to hang in there. You had to be tough. We marched 118 miles in 3 days. The training I got and the men I trained with gave me the confidence to go into battle. Life magazine had run an article on paratroopers sometime in early 1942, and it told about the training that they got and the difficult physical requirements. And I just got interested in seeing if I couldn't become a paratrooper. Nobody forced you to do this. You volunteered. And it was the notion that you wanted to do something, you wanted to be with the best. But once you got in there, you was proud to be. We was proud of our boots. We was proud of our shoulder patch. And we was proud to be paratroopers. And we was proud to be working with the guys we were working with. You know these people that you're in service with, you know those people better than you will ever know anybody in your life. I mean, you know them right down to the final thing, you know. And that comes when you start your training, while that progresses. And a lot of the training was to build you up physically and mentally. Some of them lost as much as 40 pounds, but I didn't have nothing to lose. I weighed about 130. If I'd have lost 40 pounds, I wouldn't have been big enough to stay. You know, they weeded out so many. They'd be there one day and they'd be gone the next. They couldn't keep up with them. You understand? They were good men, but they couldn't take that hard training. Well, he had the cream of the cream. Had to climb this mountain called Currahee every morning, run it up and back. If you couldn't do it, why, you'd end up in another unit. Of course, the name Currahee, as I understand it, means we stand alone together. That's an Indian name. It became a symbol of the camp because it was really rough and tough going up and down. A lot of times, especially on a Monday, when some of the guys would get out somewhere and get them a little drink or so, you'd see them lay them beside the road, you know, going up and coming back, you know, where they're sick. And it didn't matter how hard they trained you and how tired you got, you would still go out on your own and run the mountain at night, which was ridiculous because when you had to run it during the day, all you did was bitch and moan. And at night, you'd get a couple of guys and go up and do it on your own. We learned how to be soldiers at Toccoa as a group, all of us coming in from no experience in the Army at all, coming in directly from civilian life. I'm going to say this. I believe that the paratroopers of the 101st Airborne Division was as well trained as you could get a soldier to be at that time. My part of the service, September 1942, because they had something that I wanted. There was a specialty outfit that they just designed called the Experimental Unit 506 Parachute Infantry, something brand new at the time. I was looking for something different. I didn't want to be drafted. In the newspaper and magazines, this new unit being formed, Parachute Infantry Unit. It looked very interesting, and it was for me. I said, okay, I'm gonna try it. And they said I had to be 20 years old. I was only 19. Had to have my mother sign. So one of the guys said, where's your mother? I said, well, it so happens that she's in the car. He said, all you gotta do is get her to sign it, you're in. Of course, my mother wasn't in the car, she was home, and neither did about 1,000 others in my same petition.
their mother signed it as well, like me. So I signed it. I joined the 506 Parachute Infantry, strictly an experimental unit. And they put us through the worst you could possibly think of. Lors de la deuxième semaine, le soldat Ed Tipper raconte « Pas de course aujourd'hui », leur avait dit l'instructeur. Ils se font servir pour se faire récompenser des grosses assiettes de spaghettis. Les soldats mangent à fond, ils se bourrent la face. Une fois sortis à l'extérieur de la cantine, coup de sifflet, Sobel, le commandant, est là à les attendre. Les ordres ont changé, vous allez parcourir le mont Kuraï, ce qui signifie 10 km de course. Ed raconte qu'il y en avait qui vomissaient partout. Il y avait même des ambulanciers avec 2 ambulances qui suivaient les soldats et qui n'arrêtaient pas de leur proposer de rentrer. Ceux qui ont accepté la proposition se sont fait exclure du camp la journée même. Avec de l'entraînement, ils sont arrivés à faire l'aller-retour en moins de 50 minutes, ce qui veut dire 10 km en moins de 50 minutes. C'est quand même assez impressionnant. À chaque jour, il devait accomplir un parcours du combattant très éprouvant, sans parler des tractions et des pompes et de tous les autres entraînements physiques et de la gymnastique aussi qu'ils avaient à faire durant la journée. En dehors des heures de préparation physique au camp, ils apprenaient leur métier de soldat, en commençant par le maniement des armes avec les aides d'un sergent instructeur, sans parler des marches de nuit à chaque vendredi avec le pactage de campagne sur le dos. Les marches étaient longues de 18 km. Les soldats avaient l'interdiction de boire ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau. Le lieutenant Sobel était un excellent gestionnaire et un excellent formateur. La formation au combat était très ardue en ce qui concerne les hommes à Tocoa. Elle fut encore plus éprouvante due à l'extrême rigueur de leur commandant. Vétérans et historiens s'entendent tous pour dire que l'union de la Easy Company a été initiée par le besoin de tous les soldats de s'unir face à Sobel. Ils le haïssaient tous. Le soldat Gordon avait même planifié que lors du débarquement du jour J, une fois rendu en Europe, lui et 12 hommes avaient manigancé l'assassinat de Sobel. Tout le monde reconnaissait qu'il était strict en matière de discipline, mais tout le monde reconnaissait également qu'il avait mis sur pied une sacrée compagnie. Le problème avec Sobel, au-delà de ses mesquineries et de l'arbitraire de ses méthodes, c'était que l'homme n'avait aucun bon sens. Il n'était pas capable de lire une carte, il n'avait aucune expérience militaire. Sur le terrain, il se décidait sans prendre le temps de réfléchir ni consulter qui que ce soit des décisions qui étaient habituellement mauvaises pour la compagnie. Le capitaine Sobel était parvenu à imposer aux soldats son autorité seulement avec une technique basée sur la peur. Le chef de section, Richard Winters, lui, avait gagné leur respect. Inévitablement, les deux hommes étaient appelés à s'affronter. L'antipathie de Sobel pour Winter remontait à la première semaine de camp d'entraînement à Tocoa. Ce jour-là, Winter enseignait à des recrues de la gymnastique. Le colonel Robert Singh, passant par là, remarqua l'attention que Winter portait à ses hommes. Il vit immédiatement en lui la possibilité d'un leader. Quelques jours plus tard, il nomma Richard Winter au grade de lieutenant. C'est vraiment à partir de cette journée que le capitaine Sobel en a terriblement voulu à Winter, lui réservant toutes sortes de sales boulots, comme l'inspection des latrines ou la surveillance de la cantine. Le capitaine Winter a toujours été de l'avis de ceux qui pensaient que ce que Sobel faisait était nécessaire, même si ses méthodes étaient vraiment contestables. Comme je disais auparavant, la seule chose que Winter reprochait à Sobel, c'était son manque d'inexpérience militaire. Il n'était pas capable de lire une carte, donc au combat, ça marche pas fort. Je vais vous montrer un extrait. Dans la compagnie, il y avait un homme, Luz, qui était un imitateur.
Et cette situation que vous allez voir est vraiment arrivée. Ensuite, je vais vous laisser entendre son garçon qui confirme que cette histoire est vraiment vraie. Sobel est en retard. Mais pourquoi il y a une clôture? Il ne devrait pas y en avoir une ici. Keeper! Ici, capitaine. Donnez-moi la carte. Qu'est-ce qui... Père Croté, Leuz, emmenez mes... Allez, mec, restez à couvert derrière ces arbres. Allez, tout le monde là-bas. Exécution, c'est parti. Dépêchez, vite, vite. Il ne devrait pas y avoir de clôture. Nous pourrions passer de l'autre côté. Et alors? Mais c'est pas ça le problème. Où est-ce foutu? Où est ce foutu secteur? Père Conte. Quoi? Sobel s'est encore planté. Ouais, il s'est perdu, ouais. Oh, c'est pas vrai. Hé, Leuz! Leuz, viens voir. Quoi? Tu peux nous faire Horton? Vas-y. Est-ce que les ours sauvages chient dans les bois, fiston? Attends, chut. C'est fort. Notre bon major va stimuler cet imbécile. À toi de jouer. Oh, non, je peux pas. S'il te plaît. Non, on va démarrer, allez. Vas-y. Bon, d'accord, mais juste une fois. Génial. Ok. 3, 5, 6, 8, 3. 3, c'est pas notre intersection? Non, chef, c'est ici. Vous vous trompez de secteur. Oh, c'est pas vrai. Il y a un problème, capitaine Sobel? Qui a dit ça? Qui a rompu le silence? Je pense que c'est le major Horton, chef. Le major Horton? Que fait-il là? Il devait nous rejoindre? Peut-être qu'il passe entre les sections, capitaine. Mon Dieu, pourquoi vous restez planté là, monsieur Sobel? Nous sommes face à une clôture. Merde. Des barbelés, major. Vous feriez un mauvais chien de chasse. Qu'est-ce que vous attendez pour couper cette clôture et continuer votre manœuvre? À vos ordres. Yeah, I was really pretty fortunate. You know, we went to reunions as when we were kids. Yeah. At 1965 was our very first reunion in Fort Campbell, Kentucky. So that's when I got a chance to meet the guys who my dad served with. And over the years, we went to more reunions, and you got a better understanding of everything they kind of dealt with. So he did share a lot of stories, and so I've been very blessed. What is the goddamn hold up, Mr. Sobel? A fence! Sir, a barbed wire fence! Oh, that dog just ain't gonna hunt. That certainly is true. It's in a story I remember as a kid, and you know, hearing that story and then reading it in the book, and then fortunately enough, we all had a chance to see it. And how well he was a trainer, but he just really wasn't. He wouldn't have been good in combat, and we all kind of learned that. So, interesting story was I met his son Michael Sobel at the 2003 reunion in Phoenix. Je dois vous faire part d'une anecdote à propos du capitaine Sobel. Il dirigeait la compagnie, il avait été son premier membre, mais même à ça, il devait réaliser des tests pour pouvoir continuer à la commander. Ces tests étaient vraiment de base pour les autres hommes de la compagnie. On parle de réaliser 30 pompes et des tractions. Tous étaient capables facilement de le faire. Mais durant les entraînements, les soldats avaient remarqué que Sobel, à partir de 25 pompes, arrêtait d'en faire, ou à partir de 20 pompes, désolé, arrêtait d'en faire. Il commençait à shaker. Mais il ordonnait à ses hommes d'en faire 40, 50. Donc, la journée des tests, les paris étaient ouverts, les soldats de la Easy Company s'étaient tous réunis. C'était un entraînement où tout le monde pouvait y assister. Tout le monde était réuni et tout le monde espérait que le capitaine Sobel ne réussisse pas à faire ses 30 pompes. Rendu à 20 pompes, les bras commencent à shaker. Tout le monde est aux aguets dans l'assistance. Et il se rend à 25. Tout le monde ignore pourquoi et comment, mais il a réussi à faire ses 30 pompes. Mais cette anecdote est ressortie dans le livre, je la trouvais vraiment drôle. En ce qui concerne le dossier Sobel versus Winter, ça ne sera pas réglé au camp Tocoa. Donc, lors de leur départ, après 5 mois du camp Tocoa, ça sera encore le capitaine Herbert Sobel qui dirigeait
la Easy Company. Je dois vous faire part d'un événement qui s'est mis en place 2 jours avant le départ des troupes du camp. Le colonel Sink, qui avait lu un article dans le Reader's Digest, cet article racontait que les Japonais, un bataillon de l'armée japonaise, avait réussi à établir un record mondial de l'époque. Ils avaient franchi 150 km à travers la péninsule malaise. Piqué par l'orgueil, Singh se dit « Mes hommes peuvent accomplir mieux que ça ». Il décida alors que, comme prévu, le 1er et le 3e bataillon prendraient les trains pour se rendre à Atlanta ou à Fort Benning. Tandis que le 2e bataillon, qui composait la compagnie Easy, la compagnie Dog et la compagnie Fox, compagnie E, D et F, se rendraient, eux, à pied. C'est donc le 1er décembre, à 7 h le matin, que les 3 compagnies se sont mis en marche avec leurs bardas et leurs fusils. Ils vont parcourir 180 km en 72 heures pour battre le record des Japonais. Dans des conditions vraiment atroces. C'était en mois de décembre, donc il neigeait, il faisait froid. Des 586 officiers, sous-officiers et hommes de section, seulement une douzaine ne sont pas parvenus au terme de cette marche record. Les hommes de la Easy Company ont été les seuls de tout le bataillon à établir cette marche record. Aucun n'a abandonné. En récompense de leurs exploits, ils ont eu la chance d'ouvrir le défilé qui s'est déroulé à Atlanta en 1942. On arrive à la fin de l'épisode 1. Donc, en décembre 42, les hommes de la compagnie E partent à pied pour se rendre à Atlanta, un autre camp qui s'appelle le camp Fort Benning. Ça sera le sujet de l'épisode 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si vous voulez être mis au courant de l'épisode 2. On se revoit pour d'autres vidéos, entourant peut-être des mystères. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va se revoir pour l'épisode 2 de Frères d'Armes. Je vous laisse sur des images qui sont vraiment intéressantes. C'est le camp Tokoa. C'est le lieu d'origine où les soldats se sont entraînés à l'époque. Vous allez pouvoir apercevoir les baraquements d'origine. Également, vous allez voir la colline, le mont Kurai et le chemin qu'empruntaient les soldats pour s'y rendre. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Started in Toccoa, Georgia, and that's where we got our training. I was a Toccoa man. I don't know if they're real desperate or something like that, but they took me right away. The main thing was that you could not give up. They had a lot of physical exercise. We did lots of long marches and field exercises. If he fell out, he is out. It's tough.